Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Serge Lazarevic a été libéré après 3 ans de détention. Il avait été enlevé le 24 novembre 2011 par AQMI. En tout cas, l'enlèvement a été revendiqué par AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Après la joie, beaucoup de questions ce soir, comme à chaque libération d'otages. Dans quelles conditions a été libéré Serge Lazarevic? Quelles ont été les contreparties à cette libération, s'il y en a eu? L'occasion également de nous poser la question sur la situation sécuritaire aujourd'hui au Sahel. Cela fait bientôt 2 ans que la France est déployée sur ce terrain. On en parle ce soir avec vous, Antoine Glaser, bonsoir. Journaliste, écrivain, spécialiste de l'Afrique, auteur de Africa France, quand les dirigeants africains deviennent les maîtres du jeu, et c'est aux éditions Fayard. Anne Goudicelli, bonsoir. Vous êtes directrice du cabinet de consulting Terrorisme, qui est une structure de conseil opérationnel sur les risques politico-sécuritaires. Philippe Rochaud, bonsoir. Vous êtes vous êtes journaliste, vous avez travaillé à France 2, où vous étiez grand reporter, et vous êtes ancien otage au Liban, c'était en 1986. Et puis on attend d'une minute à l'autre André Bourgeot, qui est directeur de recherche émérite au CNRS et qui est spécialiste du Mali. Avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter François Hollande. C'était donc ce matin le chef de l'État qui annonçait la libération de Serge Lazarevic. Notre otage, Serge Lazarevic, notre dernier otage, est libre. Ça faisait 3 ans que Serge Lazarevic était retenu. Il avait été enlevé en novembre 2011 avec Philippe Verdon. Philippe Verdon qui a été assassiné il y a déjà plusieurs mois et pour lequel j'ai une pensée. Antoine Glaser, est-ce que vous avez été surpris de cette libération ou ça circulait, c'était déjà dans les tuyaux depuis un certain temps? Ça circulait notamment parce que le président nigérien Mahamadou Issoufou, qui avait déjà été à l'origine de la libération des otages d'Areva et de Vinci en octobre 2013, lui-même commençait à dire il y a la négociation, on est vraiment en négociation. Donc a priori, c'est vraiment la copie conforme, c'est le même réseau avec un type qui s'appelle Mohamed Akoté, qui est son conseiller, qui est le président d'Imouraren de l'uranium, qui appartient dans la tribu, dans le massif des Ifoghas. Donc je veux dire, c'est vrai que on savait qu'il y avait cette négociation et on a bien vu que le président François Hollande, il remercie d'ailleurs le président du Niger parce que c'est lui qui a fait la négociation et le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, puisque apparemment, selon nos confrères de RFI, il y a eu des détenus, des Touaregs de Al-Qaïda du Maghreb islamique qui étaient détenus au Mali, qui ont été libérés. Si ça s'avère vrai, mais à partir du moment où il y a négociation égale compensation. Il n'y a pas de milliers de contreparties. Donc les contreparties, c'est financière. Argent ou alors la libération de prisonniers, soit les deux. Hein. Donc voilà. Alors après, la France est assez dans ce domaine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, l'évolution est extrêmement hypocrite, comme il y a une pression américaine en disant aux Britanniques, les Anglo-Saxons, nous on négocie pas. La France dit ah ben non, nous non plus, on négocie pas. Mais nos amis, une fois c'est le Qatar, une fois c'est d'autres. Vous savez, compte tenu de la présence française au Niger, et en particulier d'Areva dans ce pays, il y a des milliers de façons de payer des rançons. Hein. C'est pas un problème. Anne Goudicelli, vous non plus, vous n'avez pas été surprise? Non, pour les mêmes raisons. Effectivement, il y avait des faisceaux comme ça d'éléments qui arrivaient et qui pouvaient conduire à cette libération. Alors aujourd'hui, non, j'aurais pas pu prévoir, mais c'est vrai qu'il y avait une reprise des négociations et c'est quand même c'est typiquement un type de dossier qui a été mené quand même de façon assez laborieuse et difficile. Hein, c'est 3 ans quand même. Hein, c'est 3 ans. C'est des tractations longues. Voilà, tout à fait. Donc il y a eu toute une phase, d'après ce qu'on peut dire, toute une phase où même le processus s'est grippé, hein, en fait, dans les discussions. Et il a été réactivé relativement récemment à la faveur effectivement de la réactivation du même réseau. Hein. Ça se passe comment, ces négociations? Donc on passe par des intermédiaires, on se retrouve dans des lieux secrets. Enfin, ça se passe comment, des négociations? On se retrouve dans leur propre village. Dans leur propre village. Oui, en fait, c'est du terrain. En fait, ça veut dire que, par exemple, les autorités françaises vont s'appuyer, vont travailler en coordination, coopération la plupart du temps avec l'État, ou à la fois l'État où sont retenus
les otages, et éventuellement un État voisin qui vu que les frontières, ça n'a pas toujours beaucoup de sens dans la région, peut également intervenir et travailler à cela. Et à partir de là, je dirais, on va s'appuyer sur des intermédiaires qui sont fiables des deux côtés, c'est-à-dire fiables du côté des autorités, et puis en même temps fiables du côté des ravisseurs. Et à partir de là, il va y avoir toute une chaîne alors, de personnes, il n'y en a pas tant que ça en fait, la plupart du temps, mais disons que tout ça doit être quand même coordonné avec des allers-retours sur ce que veulent les ravisseurs, ce que peuvent donner les autorités, comment ça peut se passer, etc., etc. Et puis parfois il peut y avoir des interruptions parce qu'il y a des accords profonds, parce qu'il y a des éléments extérieurs qui viennent parasiter le processus, notamment des événements sécuritaires. Et puis, il peut y avoir aussi, ça s'est déjà produit il n'y a pas très longtemps non plus, des interférences de différents réseaux qui peuvent effectivement brouiller le message des deux côtés et du coup faire capoter le début en tout cas de l'arrivée à un processus réussi. Philippe Rochaud, Serge Lazarevic là, est en route donc, pour Niamey où il va retrouver sa fille. Vous-même, vous avez été otage. Qu'est-ce qui se passe? À quoi on pense quand on est sur le chemin du retour après la détention? Si vous voulez, moi, c'est très différent parce que quand j'ai été libéré, moi, je laissais 2 camarades derrière. Donc, je pensais surtout à eux. J'étais persuadé qu'ils allaient suivre. Ils ont mis beaucoup de temps après à suivre. Donc, je pense que l'intérêt pour Serge Lazarevic, c'est de laisser personne derrière lui. Donc, je pense qu'il va vivre totalement sa libération. Mais quand on est ancien otage, on guette la libération des autres. On guette qu'est-ce qu'il arrive aux otages qui sont capturés. On est beaucoup plus sensible et beaucoup plus concerné que n'importe quel autre Français moyen ou du public moyen sur le sort des otages. Donc moi, j'avais suivi personnellement le sort de Lazarevic. Et je disais tout à l'heure à Antoine que les médias ont présenté un portrait de Verdon et Lazarevic qui était un portrait assassin. Je veux dire, moi, j'ai été presque surpris que Lazarevic s'en sorte, parce qu'au début de leur capture, on a donné d'eux des portraits d'aventuriers, oui, alors on a dit non, en fait c'est des mercenaires. Après on a dit mais peut-être c'est des espions qui sont chargés justement de négocier la libération d'autres otages. Je pense que c'était très grave et que c'était pour eux un phénomène vraiment aggravant et qui pouvait leur porter tort, quoi. Oui, c'est vrai que en dehors du fait que peut-être la communication, la médiatisation qui a été faite d'eux a contribué à ce que ensuite les ravisseurs reprennent ça comme argument. Mais en général, quand même, c'est très fréquent de trouver dans ces réseaux-là l'utilisation de la systématisation même parfois de donner comme identité à leurs otages un statut d'agent sous couverture, etc. Bon, le seul dont on sait au moins que c'était pas le cas, c'était le fameux Alex en Somalie, qui donc pour sa libération, les autorités le jour de la veille de l'intervention française au Mali avec l'opération Serval, il y a eu une tentative d'intervention en Somalie pour essayer de libérer l'otage qui était vraiment un agent des renseignements français. Français, oui. Voilà, et qui donc... Mais lui, il était allé en Somalie avec cette étiquette-là. Avec cette mission-là. Il allait en Somalie pour former justement des gens au système de sécurité. Donc c'était difficile de cacher, quoi. Oui. Antoine Glaser, il a été enlevé par qui, Serge Lazarevic? Parce que ces groupes sont tellement multiples au Nord Mali. Est-ce qu'on sait aujourd'hui par qui il a été enlevé? La grande difficulté, c'est que vous avez, dans un premier temps, on dit voilà, Al-Qaïda du Maghreb islamique. Al-Qaïda du Maghreb islamique, ce sont des Algériens, en fait. C'est l'Algérie, quelque part, qui a exporté tous ces problèmes avec ces radicaux islamistes et qui étaient installés au nord du Mali. Ensuite, vous avez les Touaregs, les rebelles Touaregs, un certain nombre de Touaregs qui étaient dans l'armée de Kadhafi, après la chute de Kadhafi, qui sont rentrés dans leur pays. Et un certain nombre d'entre eux se sont alliés à Al-Qaïda du Maghreb islamique. Ensuite, ils se sont à nouveau redispatchés. Et après, vous avez un mouvement national de libération de l'Azawad, qui sont les Touaregs, qui ne sont pas du tout avec Al-Qaïda du Maghreb islamique, mais vous avez toujours des Touaregs qui sont avec AQMI. Et donc, on parle toujours, parmi les chefs rebelles, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais parmi les otages de Vinci et d'Areva, un certain nombre d'entre eux avaient dit « on a vu Serge Lazarevic ». Donc, ça veut dire que c'est les mêmes gens qui les ont enlevés. Il y a un type qui s'appelle Abdelkrim Al-Tarif, qui est celui qui aurait enlevé Serge Lazarevic. Mais c'est relativement... moi, j'en sais rien personnellement. Mais si c'est lui, c'est assez grave parce que c'est lui
il est supposé avoir également enlevé nos confrères Ghislaine Dupont et Claude Verlon, et qui ont été, ils auraient voulu les prendre en otage, et il y aurait une panique, le chauffeur aurait paniqué et les a assassinés, les a tués. Donc, je veux dire, ça serait assez grave de penser qu'on peut négocier avec finalement des rebelles qui ont en même temps enlevé nos confrères. Et c'est vrai que, comme souvent ils se revendent aussi les otages et que c'est toujours une nébuleuse, et selon ceux qui sont les mieux placés pour négocier, c'est très difficile. C'est pas pyramidal. Donc je veux dire, c'est vrai que il y a beaucoup de questions qui restent bien évidemment dans l'ombre. Ce qu'on sait, c'est que la France. Mais ce que vous dites, si en tout cas cette thèse est accréditée, c'est quand même. C'en est choquant quand même. Bien sûr, c'est choquant. Ça s'est fait pour Françoise Claustre. Bien sûr. La France. Racontez-nous, Philippe Rochaud. Avec Hissène Habré pour la libération de Françoise Claustre, et Hissène Habré s'est retrouvé au pouvoir après. Donc, vous avez les bons et les méchants. Quand même. Ça veut dire la grande difficulté, c'est toujours pareil, c'est entre la raison d'État. Vous avez le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui avait annoncé avant la conférence de presse de nos amis de RFI pour l'anniversaire de l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, qui avait annoncé en disant ça y est, on sait qui c'est, ils vont être libérés, et depuis, on ne sait plus rien. Donc, je veux dire, il faut savoir que c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est vrai qu'il ne faut pas se le cacher. Pour les militaires français, c'est une véritable... Maintenant, c'est open. Hein. Je veux dire, le fait que ça posait beaucoup de problèmes entre le gouvernement malien et les rebelles Touaregs, parce que les militaires français étaient soupçonnés d'avoir toujours trop d'amis parmi les rebelles Touaregs, parce que les rebelles Touaregs servent de guide pour finalement rechercher les otages. Maintenant, il n'y a plus de problème d'otages français dans toute cette bande sahélo-saharienne. Ça change complètement la donne dans toute la région. Le seul problème, ça reste, c'est l'Algérie. Ça, c'est une autre histoire. Mais quand même, je veux dire, c'est vrai que il y avait des problèmes politiques, diplomatiques, de raison d'État. La France dit, nous, on ne paye pas, etc. Bref, franchement, on croit toujours que la France est capable de tout et est à la manœuvre et tire toutes les ficelles. Mais en fait, voilà, c'était vraiment au jour le jour. Et il s'appuie justement sur le président du Niger, du Mali, avec les problèmes que ça pose pour la souveraineté de ces États. Ce que dit Antoine Glaser est juste, surtout que ça pointe du doigt quand même une forme d'instrumentalisation quand même de tout ce qui relève de la lutte contre le terrorisme des deux côtés. Hein. C'est-à-dire que, sans être cynique, mais un régime a quand même plutôt un régime dans la région a plutôt intérêt à avoir un otage. Ça lui assure une certaine protection de la part des différents États comme la France qui lui apportent aussi des finances, de la coopération, etc. Et que dès lors qu'il n'y a plus ce levier-là, je dirais, à être utilisé par l'État en question, eh bien, on va pouvoir normaliser. Et c'est vrai que du coup, c'est certain que sans que ça modifie complètement quand même toutes les opérations et tous les objectifs de Barkhane, hein, qui a remplacé Serval depuis cet été, eh bien, c'est vrai qu'il faut espérer que le rapport avec le type de relations qui avait été entretenu avec les groupes, le MNLA notamment, les groupes Touareg, qui quand même étaient aussi des sources de renseignement pour les militaires français et pour les forces spéciales, pour essayer d'identifier la trace du dernier otage, là, en l'occurrence. Donc maintenant qu'il n'y a plus... Il y a toujours besoin de surveiller, d'avoir des informations, des renseignements, mais c'est vrai que l'objectif qui était important de retrouver les otages est aujourd'hui tombé, caduc, et donc on peut espérer de retrouver une forme de normalisation. Les militaires font de l'armée, font des opérations qui relèvent de leurs prérogatives, et les politiques font leur job avec leurs interlocuteurs politiques. Il y avait un peu une confusion des genres, puisque la stratégie menée par les militaires français au Nord-Mali impactaient sur les aspects diplomatiques entre la France et Ibrahim. Mais la France, on dit qu'il d'ailleurs jouait un jeu un peu dangereux, justement. Disons que c'était le grand écart. À Kidal, l'armée malienne n'a jamais pu aller. Oui, parce que l'armée française n'a jamais pu rentrer. L'armée malienne, pardonnez-moi, rentrer à Kidal. Exactement. Parce que les Français protégeaient les Touaregs. Et ça allait à l'encontre des intérêts politiques, enfin diplomatiques en l'occurrence. Il n'y a plus d'otages français, mais il y a encore 3 otages européens. Donc on peut penser quand même que
la France va servir à sans doute négocier la libération de ces otages européens, donc, dont un Suédois. Oui, il y a un Suédois, oui, effectivement. Le rôle de la France, quand même, reste important dans cette région, en général, au niveau de la négociation des otages. C'est vrai, ça veut dire qu'en plus, je crois bien qu'il était retenu par le même... il était retenu au même endroit que Serge Lazarevic. Maintenant, c'est une bonne question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'un seul a pu être libéré sur les deux. On n'a pas beaucoup d'informations. Le problème, c'est qu'on a bien vu la question, on a bien vu que de façon générale, il n'y a que la France sur le terrain. En Afrique, les autres Européens considèrent que l'Afrique, c'est pour la France, etc. Et deuxièmement, quand il y a d'autres libérations des otages, soit les Espagnols, on a bien vu que chacun joue sa carte de son côté. Et même, ça va au-delà. Je veux dire, on a l'impression que chaque ancienne puissance coloniale est toujours dans son précaré. Même pour les épidémies, c'était horrible à dire. Pour Ebola, les Américains sont au Libéria, les Français sont en Guinée, et puis les Anglais sont en Sierra Leone. Et c'est vrai que pour les prises d'otages, on a bien vu qu'il n'y a aucune coordination. Même s'il y a maintenant des Espagnols un peu dans les troupes de fort, RCA en Centrafrique. Mais très franchement, c'est hallucinant de voir au moment où l'Afrique se mondialise, finalement, chaque Européen reste dans son truc. Quand il y a des problèmes au Nigeria, c'est les SAS britanniques. Et ils ne travaillent pas du tout avec les Français sur le terrain. D'ailleurs, on ne les entend pas. Les Français disent on va intervenir, tout ça, mais les Britanniques, ils interviennent au Nigeria. Sauf qu'au Nigeria, il y a besoin d'une coopération avec le Cameroun, et que le Cameroun, c'est la France. Et donc, voilà, ouais, mais comme le Cameroun ne veut pas travailler avec le Nigeria à cause des problèmes de démocratie, chacun travaille dans son coin. Anne Goudichelli, quand même, avant de refermer la première partie du débat, je voudrais quand même qu'on revienne sur cette information qu'a développée quand même Antoine Glaser et donc nos confrères de RFI. Est-ce que ça vous paraît crédible qu'on ait pu obtenir la libération de Serge Lazarevic en libérant 2 personnes qui auraient elles-mêmes participé à l'enlèvement de Philippe Verdon, on rappelle, qui a quand même été assassiné, et de Serge Lazarevic? Écoutez, surtout dans cette région, dans une prise d'otage, il y a, je dirais que c'est comme le trafic de drogue, il y a le veilleur, la logistique, le distributeur, le grossiste, etc. Donc c'est vrai qu'apparemment, d'après le profil, les éléments qu'on peut avoir sur les 2 prisonniers aujourd'hui, semble-t-il, libérés, eh bien, ils avaient été au démarrage, c'est-à-dire qu'ils auraient été ceux qui ont enlevé, donc je dirais, participé à la première étape, et qu'ensuite ils ont été revendus, restitués à d'autres, même restitués. La preuve, c'est qu'il a été Serge Lazarevic est resté en captivité, alors que les deux personnes en question ont été incarcérées à ce moment-là. Une question pour vous, Philippe Prochot, d'un internaute. En payant indirectement, la France n'alimente-t-elle pas ces réseaux djihadistes très dangereux? Mais si vous voulez, je crois que tout le monde paye quelque chose, même les Britanniques, même les Américains payent quelque chose pour obtenir la libération des otages. On ne peut pas laisser quelqu'un comme ça détenu par un groupe terroriste sans essayer de le sortir de là. Il y a au moins un dialogue qui s'engage, il y a au moins une négociation qui s'engage, même si elle n'aboutit pas, mais on fait toujours quelque chose. Donc évidemment, le problème, c'est d'essayer d'obtenir le prix le plus bas possible, hein, quand c'est un prix politique surtout. Je me souviens, pendant l'affaire de l'enlèvement de Guekir et Taponier en Afghanistan, au début, ils demandaient la libération, je crois, de 500 prisonniers talibans qui étaient impossibles à obtenir parce que certains étaient détenus même à la base américaine de Bagram. Et après 1 an et demi donc, de détention de nos amis, ils ont réussi à obtenir cette libération avec seulement la libération de 2 prisonniers talibans. Donc évidemment, c'est pour ça que les libérations aussi sont longues à négocier, parce qu'on essaye d'obtenir le prix le plus bas possible. Allez, on fait une petite pause. On parle dans la seconde partie toujours de notre débat de la libération de Serge Lazarevic. Et puis on essaiera un peu d'ouvrir sur la situation sécuritaire aujourd'hui au Sahel avec l'opération Barkhane. Où en est-on 2 ans après le début de l'engagement français? C'était en janvier, il y a tout juste 2 ans. On en parle avec nos invités. Mais avant cela, le rappel des titres. C'est tout de suite.